va faire un truc spécial. Je vais ouvrir ça d'abord. Il y a une pile. Moi, les piles, souvent, ça tombe. Je prends le risque. C'est un peu toujours la même chose. Tu ouvres un carton. Et dedans, il y a quoi? Il y a des livres. Mais là, c'est un seul livre. Conversation avec Keith Richards. Conversation avec Keith Richards. Conversation avec Keith Richards. Conversation avec Keith Richards. Comme ça va pas être mal. Je m'en suis commandé 20. Ça fait beaucoup? Non, ça part régulièrement. Là. En général, je commence par 5, par 10. Mais sur la durée, ça file. Le truc bizarre, c'est que ce livre, moi, c'est un des premiers que je me suis imprimé dans mon label Tiers Livre Éditeur. Et ça a mis longtemps. Pourtant, Rolling Stones, c'est un peu que je connais, tu vois. J'avais bossé plus de 15 ans sur cette espèce de grosse biographie. Et quand je dis grosse biographie, ça c'est la version japonaise, mais c'est quand même le plus gros bouquin que j'ai fait. Et même en poche, je l'adore en poche. Elle fait 1000 pages, 990 pages en poche. C'est quand même pas rien ce petit bazar. Je crois que l'édition principale, Fayard, s'en est vendu 35 000. Je crois que en poche, ils ont eu 2 tirages à 12 000. On doit être sur la fin du deuxième. Bon, quand même, si tu te plantes, t'as pas ces résultats-là. Puis, il y a de la doc, il y en a des kilos partout. Là, j'ai sorti juste ce qui concerne Keith Richards, justement. Gros bouquin, moi, qui m'a toujours un petit peu propulsé là-dedans, c'est Bill Wyman, le bassiste, parce que c'est écrit de l'intérieur, quoi. C'est vraiment la machine vue au microscope, mais avec son regard à lui, et puis toutes les vexations, tout ce qu'il encaisse. Bon, c'est un truc vraiment de base pour entrer dans ce monde. Ça n'a jamais été traduit en français, au point que un truc que j'ai de plus en plus envie de faire, ce serait de faire une suite de vidéos, peut-être même sur une chaîne spéciale, et puis où ce serait seulement lire le livre, et puis le traduire là, comme ça, à la goule, quoi, sans, puisque acheter les droits, tout ça, ça marchera pas. Sur Keith Richards, le premier livre, il n'est pas moi, il est un copain avec qui j'étais à la Villa Médicis qui s'appelle Jacques Muron. C'est Barbara Sharon, un livre uniquement sur Keith, enfance, tout ça, formation. Première discussion avec lui, à un moment où c'était pas du tout fermé, barricadé. C'est un livre qui date de 1971. Ça, c'est une vraie rareté. Un jour, je le rendrai à Jacques Muron, mais ça fait plus de 25 ans qu'il me l'a prêté. Dans l'autre genre, ouais, ce type qui s'appelle Philip Norman, c'est lui qui avait fait, ça c'est la deuxième version, parce que c'est une biographie qu'il a réactualisée plusieurs fois, mais ça aussi c'était le truc de référence généraliste, mais au moins ça posait le paysage. Puis Keith Richards, d'autres aussi, par exemple The True Adventures of the Rolling Stones, par un type qui s'appelle Stanley Booth. Et ce Stanley Booth s'était embarqué un petit peu au culot dans la tournée, la fameuse tournée 1969, Altamont. Et il a mis longtemps avant de sortir, et ça raconte ça justement, l'intérieur de la machine, de la caravane. Mais à un moment, là encore, où les portes n'étaient pas hermétiquement closes, fermées. Il y a le même genre ensuite avec Stones Touring Party, je croyais que ouais, voilà. Genre, For America with the Rolling Stones, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là, je me suis gouré. STP, on l'appelait, Stones Touring Party. Mais il y en a plein des comme ça. Bon, après, ça se déballe un petit peu. Il y a tous ceux qui sont juste à côté. James Felge, c'est un type qui avait répondu une petite annonce au tout début, en 62, des Rolling Stones, là, Brian Jones, Keith Richards, Mick Jagger, disent bah justement, on cherche quelqu'un pour une coloc avec nous. Ah ben, je veux bien. James Felge. Donc on a tout un bouquin sur cette première année de coloc, les Rolling Stones, avant évidemment qu'ils soient
connu, mais il y a quand même Lennon et McCartney une fois qu'ils leur rendent visite. Mais c'est bon, tout ça, je raconte ça dans mon bouquin. Il y a Graham Parsons, grand espèce d'alter ego, grande rencontre. Mais évidemment, lui, je crois que c'est en 73 qu'il meurt d'une overdose. Tony Sanchez, Abandoned with the Rolling Stones. Alors, ce Tony Sanchez, c'est assez bizarre parce que à la période Nelcott, Exile on Main Street, en gros, c'est le pourvoyeur de dope. Donc, lui, il voit le côté noir. Et globalement, publier le livre, c'était le meilleur moyen pour éviter trop les choses mauvaises qui peuvent vous arriver en cas de menace. Alors il y en a aussi des plus récents, vous savez, il y a 5-6 ans, qui savait embaucher un journaliste, ça s'est appelé Life, Vie. Mais ce qui est très bizarre, c'est que ce gros bouquin qui se présente comme une autobio, en gros, c'est selon ce qui se souvient, donc c'est vague, puis plus c'est des périodes un peu noires, agitées, secouées, ou bien il y a des choses qu'on peut pas trop dire, bon, ça glisse, quoi, ce qui fait que la Life, pour moi, c'est pas le document de première source sur Keith Sweatshirts. Ça, c'est le paradoxe de la biographie. Est-ce qu'on est le premier à être en possession du plus intéressant à dire sur sa propre bio? Ben, pas forcément. C'est ça même qui est intéressant dans Life, qui est aussi... vous voyez, par exemple, on part avec un Zodiac là, de Nice, là, leur maison de Nelcott, et puis... grande transgression. On allait en Italie acheter des cigarettes sans taxe et on les ramenait clandestinement hors la douane. Et c'était où l'Italie? Une ville qui s'appelait Menton. Bon, t'as tout compris, Kiss. Puis ce type qui avait fait un film sur eux. Ouais, un Français qui ressemblait à un employé de banque. Jean-Luc Godard. Alors là, le traducteur français, il a bien pris les précautions, il l'a remis dans sa citoyenneté suisse, le Jean-Luc, mais... Bon, en tout cas, par exemple, dans les années 90, il y avait cette petite série. À l'époque, tu trouvais ça à Londres. Il y avait une librairie qui s'appelait Helter Skelter, du nom de la chanson des Beatles. Et là, c'était un vrai trésor. J'en ai acheté aussi dans la librairie du World Trade Center, juste un an avant qu'elle s'écroule. Ils avaient un rayon rock énorme. Et puis, il y avait cette collection, c'était In His Own Words. Mais il y en avait des dizaines de titres sur des tas de gars, et là, il y avait des espèces de compiles d'interviews de Richards. Mais c'est ça le truc, vous voyez, c'est des gars qui... Vous en pensez ce que vous voulez, de la musique, c'est pas la question de goût, c'est pas la question de jugement, la question c'est... On est dans un tel excès, on est dans une telle pression sur soi-même. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur Led Zeppelin, c'est pour ça que j'ai travaillé sur Bob Dylan. Toutes les questions qui touchent à l'esthétique, au soi artiste, à l'œuvre à l'intérieur de soi, elles sont exacerbées, amplifiées, multipliées. Et finalement, c'est des leçons esthétiques qui viennent au premier plan. Une fois, ça, je ne sais plus où je l'ai acheté, c'était à New York. Non, Canada, $20. Bon, le mystère restera. C'est Keith Sweatshirts. Qu'est-ce que ferait Keith Sweatshirts? Alors, il y a un petit côté détournement joyeux, affirmation quotidienne d'un survivant du rock'n'roll. On being good and bad. D'entre les bons et les méchants. Les bons, ils meurent plus jeunes. Pourquoi ils me font ce coup de m'abandonner? It's funny when you've done it all. I'm such a good boy these days. C'est quand même plus marrant d'avoir fait ces conneries. Aujourd'hui, tu me regardes. Je suis dans les bons, et ainsi de suite. Mais il y en a 235 pages. Alors peut-être que c'est ça qui m'a aussi donné un peu l'idée. Dire, si tu prends ces petits bouts de phrases là, dispersés dans les interviews, les radios, et puis que tu les recontextualises, que tu les changes, qu'est-ce que ça fait? Et c'est venu, j'étais dans un train. Je m'en souviens super bien. Je pourrais retrouver la date parce que je sais que c'est le train qui suit la Loire entre Angers et Nantes. Donc j'étais parti de Tours, tu passes Saumur, Angers-Nantes. J'aime beaucoup d'ailleurs ce trajet parce que tu pars tôt le matin, tu as le jour qui se lève sur le fleuve. Et j'allais à La Roche-sur-Yon, à l'IUT.
Olivier Earthshade. On avait une sorte enfin un amphi à plusieurs sur les questions du livre numérique. En tout cas, c'est pour ça que je pourrais retrouver la date. Et ça a démarré sur Twitter. À l'époque, Twitter, c'était encore jeune, on s'en servait comme une espèce de jardin de création. Après, j'ai arrêté parce qu'on était moins entre nous. C'est compliqué ces histoires. Comment on peut être entre soi sur le web ? Facebook en ce moment qui pousse les groupes privés, ou moi qui ai fait ce que j'appelle le salon, là, cet espace Patreon, là, où justement ceux qui sont contributeurs Patreon, si vous êtes là, vous pouvez le télécharger, là, le PDF du livre. On va avoir un autre niveau de discussion. Et sur ces tweets, comment ça avait marché ? Comment c'était parti ? Je ne sais plus ce qui se disait, Bourrion, Earthshade, on avait ce rendez-vous là, au bout du train, il fallait changer à Nantes, prendre un autre train. Ce qui est étrange, c'est que si j'ouvre mon archive Twitter, je viens de le faire sur l'ordi, je rentre Johnny dans la case de recherche et il y a 601 occurrences. Alors, bien sûr, elles ne concernent pas toutes ce qui avait commencé de s'écrire. Je me suis aperçu que, par exemple, j'avais des occurrences de Johnny Hallyday bien avant que commencent les aphorismes. Et ouais, je crois que c'est parti comme un jeu. Je crois que peut-être le copain, il m'avait dit « Tu vois ce que je veux dire ?» Et puis moi, je lui avais renvoyé la balle. Johnny Hallyday me le disait souvent. « Tu vois ce que je veux dire ?» Ouais, c'est parti comme ça. Ce dont je me souviens, c'est que j'étais avec mon petit téléphone, dans le train, je ne cherchais pas à travailler à l'ordi, il y avait le paysage qui défilait, c'était pas loin de chez Julien Gracq, je sais que j'avais une journée lourde qui m'attendait, donc je me suis mis à le faire comme ça. Par exemple, là, je viens de voir, un des premiers que j'avais sorti, là, c'était Johnny Hallyday me disait « Les mots sont de mauvaises lampes, éteins-les quand tu parles. » Oh. Alors je m'étais bien amusé à ça, et c'est vrai que dans les semaines d'après, j'avais continué. Alors après, quand tu continues comme ça, t'en fais un fichier, et puis c'était devenu une sorte de jeu. Même les copains, ils m'attendaient un petit peu au virage. Alors, Johnny Hallyday t'a dit quoi ? Et je l'avais pris vraiment au sérieux. Je me souviens que pour de la doc, dans ce cadre-là, j'avais regardé plein d'interviews de Johnny. Et c'était très curieux parce que lui, c'est pareil, tu comprends, c'est pas un intello, Johnny Hallyday. Mais dans cette pression par rapport aux questions, comment il répond ? Il répond depuis un positionnement d'artiste. Et c'était jamais de travers. Et tu le prends avec du sérieux, tu te dis « Waouh, ce type, respect !» Et donc je continuais. Johnny Hallyday disait, puis je découvrais des choses un peu plus compliquées. Par exemple, que Johnny Hallyday, quand il faisait Stade de France et tout ça, il y avait un type derrière lui, en fond de scène, qui chantait en double exactement ce que lui chantait. Et c'était même pas dissimulé, c'était public. Le gars, en plus, Johnny lui servait la sauce pour, en remerciement. Le type, il avait un nom. Et puis, très curieux même, quand là, Johnny arrivait un petit peu dans ses dernières années de concert, eh bien, non, il avait repris le risque de faire ça tout seul. T'as la voix fragile, t'as la voix qui pète. Et moi, ça me faisait ces aphorismes. Puis, à un moment donné, j'ai trouillé. Pourquoi j'ai trouillé ? Parce que je commençais à savoir qu'il était malade. Et puis, les questions d'avocat aussi. Là, les Rolling Stones, franchement, ils s'en fichent. Mais alors, Mick Jagger, moi je suis le porte-manteau, tu mets ce que tu veux dessus. Ça les concerne pas. Au contraire, je crois qu'ils sont plutôt flattés quand ils savent qu'il y a des choses comme le bouquin que j'ai fait. Ça veut dire qu'on les prend au sérieux, dans cette question de l'artistique et de l'intellectuel, et pas les éternelles histoires de fêtes, d'ivrognerie, et de machins comme ça. Non, c'est des musiciens. Alors j'étais à la fois en train de me dire, là ces aphorismes concernant Johnny Hallyday, tu es en train de travailler sur un truc artistique qui te concerne vraiment au centre, et puis c'est en impasse, parce que comment t'aurais l'autorisation ? Alors peut-être qu'il aurait fallu que je la prenne quand même, mais je pense que ça n'aurait pas été loin. Alors est-ce que ça pouvait se transposer à Keith Richards ? Il y a beaucoup de choses évidemment qui sont tombées, qui sont dans cette archive web là.
Parce que et qu'est-ce qu'il y avait de commun? Ce côté d'être musicien et d'être plus dans la parole. Kiss, ça parle comme ça, et il se marre, mais je sais même pas, c'est pas le problème de surdité, il y a eu le problème d'AVC assez lourd, quand on dit Survivor, bon, mais pourtant, quand il lâche une phrase, la phrase, elle est juste, elle est cible. Et puis le respect, je l'ai pour Keith Richards. Tu vas au bout de toi-même, tu es dans ton corps, tu es dans la vieillesse, tu es dans la maîtrise instrumentale, mais qui ne sera jamais celle du virtuose. Tu es dans ces jeux très complexes avec Mick Jagger. Alors c'est venu comme ça. À mesure que j'avançais, la question du rêve, la question de la mort, la question de la musique, les relations avec l'autre. Puis j'en étais lesté, moi, à l'infini, des choses avec Keith Richards, les anecdotes, puis ça continue, puis je suis toujours en veille, là, on a des forums. Donc le livre se nourrissait, se structurait. Le premier, c'était « Énigme de l'être du dedans ». Keith Richards me disait souvent « Sois toujours derrière celui qui joue de ta guitare, jamais à sa place ». C'est pas plus que ça. Mais ce pas plus que ça, je pense que je l'assumais complètement. Deuxième chapitre, de parler avec Keith Richards. Troisième, solitude. Si je prends le premier de solitude, Keith Richards me disait souvent « Les Rolling Stones ont été une solitude à plusieurs qui n'a guéri aucune de nos solitudes propres. » Keith Richards me disait souvent « Les Rolling Stones ont été un groupe de vraie musique. Et c'est pas parce que je joue dedans. » Keith Richards me disait souvent « La solitude essentielle est devant toi, là même où tu poses un pied, puis l'autre. » Keith Richards disait « À preuve que lorsque tu n'as pas eu la force de rester seul, tu ressors en titubant. » Keith Richards disait « La solitude est un travail. Tu l'endurcis pareil qu'à la guitare, le cal de tes doigts. » Keith Richards me disait parfois « La solitude existe toujours plus fort pour soi que pour les autres, mais si chacun dit pareil. » Alors, quelques années, j'avais fait une lecture, je faisais des lectures in situ, c'était dans les Alpes de Haute-Provence. Je m'avais emmené 3-4 fois, comme ça, dans un champ, dans une gare abandonnée, puis j'en faisais des lectures un peu perf intégrales, là, mais avec un appareil qui n'était pas celui-ci, un micro beaucoup trop à distance, à 2 mètres, c'est pas comme là je peux faire avec mon copain. J'ai connu la folie, me disait Keith Richards. Elle m'était venue par les 2 doigts, comme ça. Il avait fait le geste. La folie est une maladie douce, me disait Keith Richards. Tu dors, tu t'ennuies, tu oublies tâches et visages, et puis soudain elle mord. Je n'ai pas craint la folie, me disait Keith Richards. Si ce que tu nommes tel ne t'apparaît ainsi qu'après. Tu me suis, là? J'avais mis en scène aussi les conversations, les problèmes de traduction. Par exemple, le chapitre 6, c'était « Goût des mots », directement sur la langue. 7, de la terre. À cet instant, Keith Richards me disait en riant « J'aime de la terre qu'elle me supporte. » Keith Richards, nous, Rolling Stones, avons eu la chance d'une vie indifférente à la terre. Nous roulions autour, Rolling Stones. Keith Richards disait souvent « J'ai beaucoup arpenté la terre, mais on avance en soi seulement quand on est immobile. » Keith Richards m'avait confié « Si la terre est belle comme au cinéma, méfie-toi, tu y es aussi spectateur de toi. » De l'absence, 9 de l'animal, 10 de l'obscur. Ça commence comment, l'obscur? Keith Richards disait « Honte à qui s'est confié aux lumières et au bruit, qui marche seul dans l'obscur, approchera mieux l'énigme. » Keith Richards disait « Honte à qui a négligé la vérité du monde, non pas qu'on en dispose, mais que vers elle on chemine. » Keith Richards disait « J'ai connu beaucoup d'innovations techniques, peu d'innovations côté homme, ni moi-même. »
Keith Richards disait « Honte à lui qui n'a pas tenté de comprendre le monde comme le plus beau des textes inconnus. » Toujours en exergue, je mettais des vrais aphorismes, puisque on en a tellement. Enfin, c'était « I've seen everything », une déclaration de Keith Richards. J'ai tout vu. Il faut avoir le culot de dire ça. J'ai vu une fois un homme qui se tenait à 5 cm du sol, me dit Keith Richards. J'ai pas compris comment. J'ai essayé aussi, mais en m'accrochant au lustre, me dit Keith Richards. Ça compte aussi comme lévitation. Il avait bien dit levitation. La foudre qui tombe juste devant toi, me dit Keith Richards. Là, juste de l'autre côté de la piscine. Chose rare aussi, me dit Keith Richards, la fois où j'ai sauté en parachute. Comme on dit, au moins t'es sûr d'arriver où tu veux aller. Bon, Georges Perec a sauté en parachute. Jimi Hendrix a sauté en parachute. Je peux vous assurer que Keith Richards, jamais. Mais c'est pas grave. C'est ça. Il a écrit une chanson qui s'appelle Parachute Woman. Du mois cadavre. Ça, c'était le 13. L'exergue. This is who I am. I do what I do. Don't try this at home. C'est ce que je suis. Je fais ce que j'ai à faire. Mais l'essaye pas à la maison. Keith Richards m'avait dit « Comment je parlerai de la mort si je ne l'ai pas crainte ?» Keith Richards me disait « Ne demande pas aux autres d'aimer le cadavre de toi-même que tu leur montres. » Keith Richards m'a dit à cet instant « Écoute là. » C'est Keith Richards qui parle, non? Keith Richards disait « Je fus à moi-même si souvent mon propre cadavre ou la tentative de l'être. » Keith Richards disait souvent « On promène sur scène son corps cadavre pour le droit de s'en retirer vivant ensuite. » Keith Richards me disait aussi « L'heure où tu deviens le cadavre, où tu hisses les paroles pour toi imprononçables. » Keith Richards me disait souvent « J'ai connu le moi cadavre dès le moment où le bruit de toi remplace ce qui tu es, pour tes proches même. » Par exemple, Keith Richards, note, avançait par le dos. Je t'expliquerai prochainement. Keith Richards, note, il me parlait à moi. Certains cherchent dans les miroirs à connaître les ombres accrochées à votre dos. C'est une erreur. Keith Richards, note à moi. Mon dos aussi est lieu de combat pour la musique. Keith Richards, note à moi. Le dos pense. Keith Richards, note à moi. Savoir chacun à quoi ressemble l'image exacte du désespoir. Couloir, dalle, matière, heure. Keith Richards, note. Fais de ton désespoir une miniature, la maquette du lieu entrevu, et regarde-la de toute ta taille. Une fois, il m'avait parlé d'Elvis. La vie en elle-même est un grand train. Le train de Keith Richards, wagon réservé, me disait Keith Richards, ajoutant « Peut-être pour ça que je n'en prends pas souvent d'autres. » La vie des autres est toujours un plus mauvais film que ton film, me disait Keith Richards, ajoutant « Mais le film d'Elvis, la vie d'Elvis. » Elvis, qui peut le connaître vraiment, sauf Keith Richards et quelques-uns, me disait Keith Richards, ajoutant « Elvis probablement se connaissait bien, mais ça change quoi ? Si la vie d'Elvis est un train, mieux vaut ne pas penser à la gare d'arrivée, me disait Keith Richards, ajoutant « Même si tu voyages en première. » C'est là où ça se passait dans les gares. Il y avait Charlie Watts qui était intervenu dans la conversation une fois. Alors à chaque chapitre, des 14, j'ai mis où c'était, à quelle date. 1, première fois à Redlands, lors d'une marche au travers des dunes, par beau temps, vers la mer plus au sud. 3, traces d'échange email, merci Jane Rose, son assistante qui a beaucoup aidé. 4, campagne anglaise, deuxième invitation à Redlands. 5, des folies refermées. Ah ouais, ça c'était à Fourchette, là, tout juste à côté, chez Mick Jagger. Sur une terrasse au crépuscule, fin d'après-midi à Fourchette. Paris, Twin Studio, salle de régie. Bon, à chaque fois, c'était pas longtemps, mais je crois je lui avais donné goût à ce truc-là. Paris, rue Saint-Honoré, appartement de Keith Richards. Bon, ça, c'était plusieurs fois. I don't regret anything. Moi, je regrette rien. Et c'est pas Edith Piaf, parce qu'Edith Piaf, c'était les mots d'un autre. Et non, I don't regret anything. Londres, Hôtel Belgraves,
avant la conférence de presse. Ah oui, c'est celui-là où il y a la présence de Jagger. Là, on était en train de discuter sur l'absence. Keith Richards. L'absence est la place que tu donnes à l'avant de toi-même pour que le rock'n'roll prenne sa pleine force. Collective. Là, tu peux le prendre pour l'écriture. Keith Richards. L'absence est la distance que tu construis avec ton âge à chaque moment de ton âge et proportionnellement à lui. Et nous, on avait 10 ans d'écart, autrefois. Je suis pas sûr qu'on les ait encore toujours. Keith Richards. J'ai des absences quand je m'absente. Pas de moi-même, de ceux qui me lassent. Et il continuait sur l'absence. Keith Richards, j'appelle cela la vie pauvre. Voiture, fringues, gens, tout ce qui t'ennuie. Traverse-le par l'absence. Keith Richards, pour qui tu veux me faire passer dans ton livre? Puisque je l'avais dit, c'est un livre. L'absence est une qualité supérieure de l'image de soi. Et Mick Jagger, là, c'est à ce moment-là qu'il t'est passé. Keith Richards, son absence, c'est la garantie que les catastrophes aussi se feront attendre. Mick Jagger, plaisantant. Keith Richards, son absence, c'est la garantie que d'autres, à ce moment précis, vont baisser la tête sous l'orage. Bon, il parle pas comme ça, Mick. Hein? Ah, ok. Richards, ouais, c'est une fois où ils étaient bien copains, donc ça allait. Keith Richards, si le guerrier qui part en avant de toi avait à son tour une absence, là commenceraient les problèmes. Mick Jagger, plaisantant. L'aphorisme bien connu concernant Kiss, qu'un problème cesse lorsqu'on laisse l'autre, sous-entendu lui-même, le prendre en charge. Et puis à ce moment-là, il était passé au français. Il parle très bien français, petit accent. Mick, à mon attention, en français. Tu dis le pire. Lui, il est pire que le pire. Et si tu lui dis pire que pire, ça lui fera plaisir. Et Keith Richards, motherfucker. Et ainsi de suite. J'ai commandé 20 bouquins, parce que de toute façon, il fallait que je les réapprovisionne. Et récemment, je les commandais par petit paquet de 5 Lovecraft, 5 outils du roman, etc. J'ai dit non, là t'en prends 20. Puis après tu te dis, mais tu vas mettre 6 mois à les écouler. Non, tu te dis, ce truc, je le vendais 13 balles sur mon site. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que tu crois que si je le vends 50 balles en disant, merde, 14 fois, t'es allé parler philosophie avec Keith Richards, tu t'es fait chier. Oh, pardon, il faut pas dire de gros mots. Dans YouTube, tu t'es fait zing, transcrire, préciser, retraduire, mettre ça en forme. 14 fois, t'as fait le voyage. Tu l'as payé de ta poche. Un coup Londres, un coup machin. T'étais à New York. Ouais, tu sais que ça, y a un copain qui t'aménage le rencard. Juste une demi-heure. Hein, juste une demi-heure. T'as intérêt. Qu'est-ce? Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la folie. Mais il le prend, le défi. Tu comprends? Et tu te dis, est-ce qu'il faudrait que, si je le mets 50 balles, si je le mets 70 balles, ce bouquin, est-ce que tu seras plus pris au sérieux que ta bio, dont je suis hyper fier, parce que 990 pages, je l'ai vendu 10 €. Et Fayard, c'est quelqu'un d'hyper solide, sérieux sur les droits d'auteur. Ou bien le contraire, là il était à 13 balles, et ben je l'ai descendu. Pas complètement. Disons que globalement, ça va être prix coûtant. Les 20 là, si vous allez sur Tiers Livre, et puis que vous regardez la boutique à livres, et puis que vous cherchez conversation avec Keith Richards, je l'ai mis à 11 balles. Plus le port. Mais 3 balles, c'est pas... Et je me suis dit que là, il faut que les 20 partent dans ces conditions. Après, je le remettrai. Il faut qu'on réfléchisse. C'est quand même 14 conversations avec Keith Richards. T'as pas envie que ça... Bon. Et tu sais quoi là, ce que j'ai mis sur la couverture? There's a sun, there's a moon, there's a air we breathe, and there's the Rolling Stones. C'est une phrase de Keith Richards. Je sais plus dans quel bouquin. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a l'air qu'on respire, et il y a les Rolling Stones. C'est ça.
remarqué, Sir Charles? Est-ce que ça ne valait pas le coup d'y consacrer quelques pages? Non?